Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Il est très attendu au Fénois, il compte de nombreux fans. L'influenceur fitness David Michigan doit donner une conférence à Tahiti la semaine prochaine. Au-delà de ses quelques millions d'abonnés, le Barbie Bodybuilder fait surtout la promotion du closing pour vendre ses propres formations en ligne. C'est l'ouverture de ce journal. Les recherches sur le grand requin marteau franchissent une étape à Rangiroa avec le marquage de ces super prédateurs. Un marquage sans les capturer ni les contraindre et dans des conditions de plongée très techniques. C'est tout l'objet du programme Tamatarwa. Antonin Gilbert, coordinateur du programme, et Jean-Marie Jandel, président de la Mokaran Protection Society. Nous en dirons plus dans quelques instants. Il s'est taillé une place de choix dans la décoration d'intérieur de luxe. Christian Colo Arey s'inspire de sa double culture franco-polynésienne pour briser les codes et bousculer la scène déco de Montpellier où il vit. Nous avons brossé son portrait. Et comme chaque dimanche, notre volet sport avec au menu ce soir du skate, du handball, du surf, du BMX et du futsal. C'est en deuxième partie du journal. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais au Fénois, le nom de David Michigan fait écho. L'influenceur aux 18 millions d'abonnés sur Instagram en conférence à Tahiti pour promouvoir ses formations, notamment via la stratégie du closing, un système de vente qui nécessite forcément l'adhésion de ses admirateurs. Mais à plus d'un, certains Polynésiens se sont déjà retrouvés en difficulté. Thomas Chabrol et Meritiato. Une vidéo pour mieux comprendre comment fonctionne le closing, torse nu, pourquoi pas. David Michigan use de son corps musclé pour attirer les followers et promouvoir surtout un large panel de formations payantes, de la perte de poids au secret de la guérison en passant par le yoga ou la phytothérapie. Formation sur l'affiliation, formation sur l'aromathérapie, formation de yoga, formation pour avoir un bon corps, pour avoir un bon esprit, pour se développer, e-commerce millionnaire, comment créer et vendre sa formation en ligne. Mais le closing, explique cet avocat, ce n'est rien d'autre que la vente d'un produit. Le terme closing, c'est un terme un peu à la mode, un peu bling bling, mais c'est de la vente quoi, c'est du marketing, c'est voilà, tu vas à Carrefour acheter un truc, le vendeur il fait du closing. Tu vas acheter acheter une voiture, le vendeur, quand ta voiture il la vend, que ça y est, le deal il est fait, il a fait du closing là. Il a fait du commerce. L'influenceur, aux abonnés fantômes selon plusieurs articles de presse et médias en ligne, parvient pourtant à convaincre. L'appât du gain rapide apparaît comme la formule magique. Donc les commissions, c'est entre 50 et 60%. Oui, tu as bien entendu, entre 50 et 60% de commissions, qui sont données toutes les semaines, tous les mercredis. Si sur les réseaux sociaux, ces publications vendent du rêve et cumulent les likes, la réalité est tout autre pour certains adhérents. Des Polynésiens y ont cru en signant le contrat auprès d'un closer avant de s'apercevoir qu'elles n'arrivaient pas à payer totalement le coût de la formation, même en plusieurs mensualités. Certaines disent même avoir été menacées par les vendeurs. Elles témoignent de manière anonyme. Je me demande si eux, ils ont vraiment le droit de me poursuivre si je ne paye pas le reste des mensualités. Celle qui m'a closé m'a proposé le package à 180 000 et qui était payable, soi-disant, qu'en 8 fois. Bon, après, j'ai choisi ce package et tout. J'ai payé ma première mensualité avec elle. Je ne pourrais pas dire que ça me rend heureuse ou quoi parce que je reçois carrément des menaces de celle qui m'a closé parce que je ne paye plus mes mensualités. Parce que voilà, j'ai envie d'arrêter. Les professionnels du droit appellent à la vigilance face à ce genre de promesses. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est sûrement que c'est pas vrai. Si on vous promet monts et merveilles, que vous allez gagner des millions avec une formation que vous allez payer 100 000 francs, il y a probablement anguille sous roche. Rappelons que la Polynésie propose plusieurs centres de formation et que des aides financières pour monter sa petite entreprise existent également. Des aides qui, elles, ne coûtent rien.
Drame à répétition sur les routes du Fénois ce week-end. 2 automobilistes sont décédés, l'un à Paia et l'autre à Papenhaut. Le premier accident a eu lieu à Paia, rapporte donc nos confrères de Traité Info. C'est lors d'un dépassement que le conducteur d'une voiture âgé de 29 ans a percuté un scooter arrivant en face. Malgré l'intervention des secours, le conducteur du 2 roues âgé de 23 ans est décédé. Du côté de Papenhaut, ce dimanche matin, un autre accident mortel a eu lieu, impliquant aussi un scooter. C'est cette fois le conducteur du 2 roues qui aurait effectué un dépassement. Un pick-up arrivant en face n'a pu l'éviter. Les enquêtes sont en cours. Et puis la nuit dernière, à Papara, les forces de l'ordre ont procédé à une nouvelle opération de sécurité sur le lieu dit du Pont de l'Est. 25 gendarmes et 12 policiers municipaux ont dispersé près de 200 personnes de tout âge confondus. L'opération a débouché dans la nuit sur des contrôles routiers. 14 infractions au code de la route ont été relevées, dont à des conduites sous l'empire d'un état alcoolique. Les forces de l'ordre sont régulièrement mobilisées sur ce site pour dissiper les troubles à l'ordre public, mais aussi pour des contrôles de stupéfiants. Et puis un marché s'est ouvert à Veirao ce matin. Ce nouvel espace réunit désormais les producteurs des 3 secteurs de la commune de Taiarapu-Ouest. Une vingtaine de stands ont accueilli les visiteurs ce matin. Le reportage sur des images de Matai Horei. Notre marché est ouvert et bon dimanche à tous et bonne vente. Voilà. C'est au parc Tavania, face au lagon de Veirao, que les étals étaient montés dès 5 heures ce matin. 18 producteurs et commerçants ont répondu présents et les clients étaient eux aussi au rendez-vous, visiblement heureux de cette initiative. Voilà, nous on fait du pois rôti et du poisson, vente de poisson. On a la gonère et du lage, mais aujourd'hui on n'a que du lage. C'est bien, on est posé, bord de mer, on est à l'abri. Et voilà. Et il y a beaucoup de gens. Moi je trouve que c'est bien parce que ça réunit toute la population pour ce marché. Et puis au moins on n'a pas à courir un peu partout pour retrouver ce que tous les Tahitiens aiment manger le dimanche. Une initiative en phase de test. Donc c'est un test de 3 mois et puis après par la suite on verra si ça fonctionne bien et tout et puis après on prolongera. C'est un projet qui nous tient à cœur parce que ça permet de réunir tout le monde ensemble et de faire revenir comme avant, tu vois, le Mataina. Donc Veirao est en force, est en force ce matin et puis quelques-uns de Toahutu et puis pas encore de Teahupo. Et puis je pense que peut-être dimanche prochain, ils seront là. Pour les 3 premiers mois d'essai, les commerçants sont exemptés de redevances à la commune. Une rencontre avec toutes les parties prenantes se tiendra à l'issue de cette phase de test. Marqués, les grands requins marteaux de Rangiroa sans les capturer ni les appâter. Défi relevé pour le projet Tamataroa mené par la Mokaran Protection Society et l'expédition Gambessa. Les scientifiques et les plongeurs ont développé un protocole adapté aux conditions de vie de l'animal. De quoi le filmer, le mesurer, lui poser une balise, mais aussi de lui prélever un petit bout de tissu en l'espace de quelques secondes. C'est le dossier de la rédaction. Il est signé Thomas Chabrol et Esther Cuneo. Un pouille-pouille couteau suisse pour collecter un large éventail de données sur le grand requin marteau sans le contraindre ni le capturer. C'est l'outil spécialement développé par les équipes de la Mokaran Protection Society et de Gambessa pour le projet Tamataroa. Un fusil 3 en 1 que seuls ces spécialistes peuvent manier. Il sert à la fois pour poser une balise, filmer le requin et le mesurer. À la pratique, on a vu qu'on ne pouvait pas aller au-delà de 2,50 m, 2,80 m de distance parce que la balise fait une grosse influence sur le tir et il y a une grande déviation du tir. Au bout de la flèche, cette balise est programmée pour collecter des données pendant 9 mois avant de se détacher. Le recueil de ces informations apportera des connaissances précieuses sur les déplacements des squales. Et pendant ces 9 mois, elle va acquérir de la donnée de température, de pression, ce qui va nous indiquer la profondeur de l'animal, et puis des données de luminosité. Donc avec une heure de lever du soleil, une heure du midi en gros et une heure du coucher du soleil, on va avoir des coordonnées GPS approximatives
mais qui, à l'échelle d'un bassin océanique, sont quand même précises et vont nous permettre de mieux comprendre les déplacements de l'animal, ses mouvements verticaux, ses mouvements horizontaux. Voilà, toujours pareil dans l'idée d'identifier les zones importantes pour l'espèce. La flèche permet au passage de prélever un échantillon de chair de l'animal sans le capturer, de quoi en savoir plus sur les proies consommées. L'observation, généralement courte, a des limites. On est capable, avec un bout de muscle, de pouvoir dire qu'est-ce que l'animal a consommé, mais surtout où l'animal a consommé ses proies les dernières semaines, les derniers mois. Est-ce que c'était plutôt dans un habitat pélagique, dans un habitat lagonaire ou dans un habitat récifal? Et pour protéger ces grands prédateurs efficacement, il ne suffit pas d'empêcher leur capture, il faut aussi protéger leur habitat, ici dans les Tuamotu, l'un de leurs derniers refuges. Le programme Tamatarwa, il s'intéresse aux habitats du grand requin marteau, c'est-à-dire où est-ce qu'il va. Est-ce qu'il va dans les lagons? Est-ce qu'il va dans les passes? Est-ce qu'il va au large? Est-ce qu'il va profond, pas profond? Est-ce qu'il va dans les oas? Et surtout, qu'est-ce qu'il va faire dans toutes ces zones-là? Et ces observations intéressent des chercheurs étrangers. Spécialiste des requins marteaux en Floride, Yanis Peter Papastamatiou apporte son expertise. Il espère ainsi mieux comprendre la différence de comportement entre deux populations d'une même espèce dans deux environnements radicalement opposés. En Floride, l'eau est bien plus fraîche. Il n'y a pas d'atoll ni ce genre de chenal avec du coulant. On voit des requins marteaux se déplacer le long de la côte sur de très grandes zones et souvent à la recherche de proies pour chasser. Ici, à Rangiroa, on les trouve justement dans ce chenal où il y a beaucoup de requins de récif. Et ici, personne n'appâte les requins. Ils sont naturellement très nombreux en un seul endroit, probablement plus que ce qu'on a pu voir n'importe où dans le monde. Et pour les observer, il faut prévoir des plongées longues et techniques à plus de 60 mètres de fond dans le courant de la passe. Des plongées périlleuses qui nécessitent des appareils sophistiqués, des recycleurs. C'est là que l'expédition Gombessa et ses plongeurs de l'extrême, menés par Laurent Balestin, interviennent. Ça ne fait pas de bulle, donc il n'y a pas de bruit. Et pour peu qu'on soit assez immobile, qu'on fasse attention, alors on devient très discret. Ouais. En l'espace d'un an, une trentaine de marquages ont été réalisés avec succès. Mais le programme se poursuivra encore cette année et l'année prochaine. Un temps long qui dépend de la curiosité de l'animal envers ses grands admirateurs, les hommes grenouilles du projet Tamatarwa. Et nous accueillons à présent Jean-Marie Jandel, président de la Mokaran Protection Society, et Antonin Gilbert, coordinateur du projet Tamatarwa. Messieurs, Yorana. Yorana. Alors, on va commencer avec vous, Antonin. Vous êtes l'architecte du projet Tamatarwa. L'idée de ce projet, c'était justement de s'adapter à l'animal plutôt que de le capturer comme ça se fait d'habitude. Tout à fait. C'est une espèce qui a été très peu étudiée à l'échelle mondiale parce qu'elle est difficile à étudier. De manière générale, quand on veut étudier un grand prédateur, on le capture. On l'appâte, on le capture et ensuite on le hisse à bord et on travaille sur l'animal. La problématique avec le grand requin marteau, c'est qu'il est très sensible au stress de cette capture et qu'il y a eu des expériences ailleurs dans le monde où cet animal est mort des suites de la capture. Quand on a un projet comme le nôtre de préservation de cette espèce, il était inenvisageable d'utiliser un protocole qui risquait de faire perdre, de tuer des animaux. Donc on a imaginé un protocole un peu différent où c'est le scientifique qui va à la rencontre de l'animal plutôt que l'inverse. Et pour ça, on a fait pas de feeding. Et on s'est appuyé en fait sur plusieurs années d'études, plusieurs années qu'on a menées avec la Mokaran Protection Society, où on a été à la rencontre de cet animal dans la passe de Tiputa à Rangiroa et où on a pu avoir des interactions très proches avec ces animaux. On joue sur leur curiosité et on a pu développer un outil que vous avez présenté qui permet de faire le même travail que si on avait capturé l'animal, mais en s'immergeant dans le milieu de ce grand prédateur et donc en limitant considérablement le stress sur l'animal. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a une vingtaine d'individus, 25 individus qui ont été marqués et qu'on revoit régulièrement ces individus qui reviennent s'approcher de nous assez régulièrement. Pour vous, Jean-Marie Jandel, c'est donc un projet qui prend du temps et pourtant, le temps presse pour sauver l'animal. Sait-on à quel rythme il disparaît ? Il est très difficile d'évaluer le taux de dégradation de la population du grand requin marteau. On estime à plus de 80% aujourd'hui sa disparition. C'est un vrai drame pour les océans.
Et ce qui est difficile maintenant, c'est de prévoir combien de temps il nous reste, parce qu'il est urgent pour nous de sauver cette espèce. Et on estime que si on continue à le pêcher tel qu'il se fait actuellement, surtout pour sa grande nageoire dorsale, c'est toujours le problème de la pêche à l'aileron et des pêches accessoires, eh bien, dans 15, 20, 25 ans, eh bien, ça pourrait être une espèce supplémentaire qui aura disparu de notre magnifique terre qu'on peut appeler océan. Et c'est bien dommage. Et la Polynésie française a vraiment un rôle à jouer, parce que grâce aux travaux qui sont menés actuellement, enfin, dans un premier temps par la Mocarane et maintenant dans le programme Tamataroa, eh bien, on met en lumière que la Polynésie française est probablement le plus grand sanctuaire au monde de cette espèce emblématique. Donc il y a urgence. La Polynésie française a sa place, a son rôle à jouer en tête de file, et tous ensemble, avec les experts de l'équipe Gombessa, avec les experts internationaux, vous l'avez vu dans le reportage, qui viennent de Floride, qui viennent d'Australie, eh bien on peut faire quelque chose ensemble. Vous avez aussi entraîné la population dans ce projet avec un volet enquête et citoyenne? Alors oui, entraîner, pas vraiment, mais on a surtout eu besoin de la population. Vous le savez, les Tuamotu, eh bien, elles sont faites de villages, mais également de gens qui vivent dans les secteurs et qui sont très éloignés des zones habitées, mais qui ont une connaissance parfaite de leur territoire. Et là, il se passe des choses extraordinaires. On a parlé peut-être de mise bas de juvéniles, de femelles qui mettaient bas. C'est unique au monde. Et cette collecte d'informations, nous permet de recueillir des zones où on va travailler, et notamment la partie conservation qu'il va falloir protéger, le lagon, mais aussi gagner l'adhésion de ces populations éloignées, parce que culturellement, les Polynésiens sont très proches des requins. Il y a toujours les questions de morsures, d'attaques, c'est vrai, mais le Polynésien est très proche dans son ADN. Il y a le requin qui est bien présent, et la culture fait partie de ce programme. Tout à fait. Vous, Antonin Aguilbert, il y a plusieurs parties prenantes dans ce projet, la commune de Rangiroa, l'UPF, l'État, le pays autour ce grand requin marteau qui fait l'unanimité. Pourquoi lui? Eh bien, cet animal, il est emblématique, comme disait Jean-Marie, particulièrement de la Polynésie, principalement des Tuamotu. C'est un petit peu une espèce totem. Elle représente à elle seule, ici, dans cette région du monde, ce que peut être la perte de la biodiversité à une échelle beaucoup plus vaste. Et pour nous, c'est un peu une espèce ambassadrice. C'est-à-dire qu'en travaillant sur cette espèce, qu'il est difficile d'étudier, qui est en danger critique d'extinction, la Polynésie est un de ses derniers refuges, eh bien, on montre qu'il est possible encore d'agir pour lutter contre la perte de biodiversité, et ce, même sur des animaux qu'on pensait voués à disparaître, en quelque sorte. Et effectivement, le projet, il a été initié sur des fonds privés, avec des partenaires comme Blancpain, et très rapidement, la commune de Rangiroa, puis le pays et l'État ont décidé de participer, d'intégrer ce programme, ce qui était pour nous un privilège, un honneur, et ce qui montre aussi l'intérêt général, entre guillemets, de préserver cette espèce pour le fénois et plus largement pour maintenir la biodiversité marine dans le monde. Il y a un projet de gestion derrière ? Oui, tout à fait. L'idée de ce projet, c'est un projet de recherche vraiment appliqué à la gestion. C'est-à-dire que l'ambition, elle est d'arriver d'ici quelques années à des mesures concrètes de préservation pour cette espèce. Mais cette espèce, elle a aussi une particularité, c'est un super prédateur. Et c'est ce qu'on appelle une espèce parapluie. C'est-à-dire qu'en s'intéressant à préserver cette espèce, on va préserver ses ressources et ses habitats. Et donc indirectement, toute la chaîne alimentaire de cet animal va être préservée. Et tous les habitats dans lesquels il va évoluer sont susceptibles d'être préservés. Donc en préservant le grand requin marteau, on a une ambition encore plus large, et ça c'est une demande de la commune de Rangiroa, d'avoir des actions de préservation à une échelle beaucoup plus vaste que seulement le grand requin marteau. Et à l'issue des 3 ans, il y aura une restitution ?
À l'issue des 3 ans, il y aura une restitution. Chaque année déjà, il y a des restitutions auprès en priorité des gens qui participent à ce projet. Il faut savoir qu'il y a plus de 200 participants au programme scientifique, principalement des habitants de Rangiroa, les usagers du lagon, les pêcheurs, les chasseurs, les excursionnistes, les plongeurs, ceux qui côtoient au quotidien cet animal. Et puis aussi, comme vous le disiez, bien, les autorités, la commune, le pays et l'État. Et l'objectif, oui, c'est d'arriver à des mesures de conservation sur cette espèce. Pardon. Messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous pourrez donc retrouver tout l'article détaillé sur tntv.pf. Son style est exubérant, il est passionné par la beauté du monde, mais surtout du Fénois. Et vous l'avez sans doute déjà vu sur les réseaux sociaux, je parle de Christian Koloaray, le décorateur d'intérieur de renom originaire des Tuamotu, qui a partagé un moment avec nous. Nous brossons son portrait dans ce journal, un portrait signé Sophie Guébel, Noël Chétry et Roger Ranquin. Never, ever, ever be basic for nobody. Honey, shine bright, let them burn. Christian Koloaray, c'est la passion dans la peau. Né d'une mère originaire de Napuka, au Tuamotu, et d'un père français, ce décorateur d'intérieur a grandi en métropole. Depuis peu, il a entamé un retour aux sources, une révélation pour Christian. J'avais très peur parce que le heureux que je suis et le demi que je suis avaient très peur de ne pas être à sa place. Et ça a été une vraie révélation. Il s'est passé quelque chose de très fort que, pour moi qui était vraiment inexplicable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'ouvrir un petit peu les yeux. La culture, pour moi, c'est d'une violence et j'ai l'impression, comme je vous ai dit, d'ouvrir les yeux et de réaliser tout un tas de choses. Regardez-moi cette merveille! C'est à l'âge de 30 ans que Christian fait son premier voyage au Fénois. Il y rencontre ses 2 demi-sœurs avec qui il partage aujourd'hui une grande complicité. Mon frère, c'est quelqu'un de formidable. Il est très spontané, il est très comique quand il le veut, et il est adorable. C'est un vrai Polynésien, moi je dis. Des fois, il est même plus que nous. Vous avez de l'or dans les mains, vous vous en rendez même pas compte. Hypersensible, grand rêveur, amoureux du Fénois, Christian Koloaray, c'est aussi une personnalité exubérante et un style qu'on adore, un style qui interpelle. Je cultive beaucoup l'androgynie, j'adore jouer les proportions, les couleurs, la colorimétrie. Je suis passionné en fait par la beauté, l'élégance, le curieux, le dérangeant, l'originalité. Je trouve que la vie elle est tellement courte qu'on a tendance à dire il est bizarre. Mais pour moi tout est relatif dans le bizarre. Pour moi bizarre ça veut dire différent. Donc quand on me dit tu es bizarre, je réponds merci beaucoup. Un goût certain qui a fait de Christian Koloaray un décorateur d'intérieur renommé. Aujourd'hui, il rêve de donner un sens à sa vie et envisage de s'installer au Fénois une partie de l'année. Et vous le voyez, Oriano Tefo nous a rejoint en plateau, c'est l'heure du journal des sports. Et on nous a préparé un condensé de l'actualité sportive, c'est tout de suite. Le Tati Ride Contest était de retour ce week-end au skatepark de Tiperoui. Et cette compétition de street sports, comme on les appelle, est organisée par les étudiants de l'université pour mettre en avant les jeunes talents du Fénois. Et plusieurs catégories étaient engagées, skateboard, surfskate, trottinette et BMX. Les temps forts dans ce reportage. Plus d'une cinquantaine de riders enchaînent les figures dans ces cuvettes en béton appelées bowls. Le principe est simple, tour à tour, chaque compétiteur a un passage d'1 minute pour réaliser le maximum de prouesses techniques et convaincre les juges. Créé par des étudiants post-bac, l'objectif du Tati Ride Contest est de redynamiser ces différentes épreuves de street. En parallèle de la compétition, des démonstrations de wheeling sont exécutées par Manatua Bennett, l'ambassadeur de l'événement. Donc nous avons 5 catégories, le BMX, le skate, la trottinette, le roller et le carver. Et comme nouveauté, nous avons ajouté une compétition de rap. Ouais, surtout pour les jeunes de leur âge, quand on regarde, ils ont à peine 10 ans et on dirait qu'il y en a qui en ont moins encore. Des tout petits, ils envoient des trucs, c'est hot quoi.
faut relancer les jeunes, faut leur donner un sport, faut les motiver à faire quelque chose, faut les encadrer parce que sinon, voilà, on ne sait pas où ils sont. Nouveauté de l'année, le surf skate, une planche à roulettes qui procure des sensations très proches de celles qu'on retrouve sur l'eau. Et la transition de l'eau au bitume s'est parfaitement bien passée pour les frères Gassiens, rompus au spot de Papeno et Papara. J'ai air, après je suis partie dans le bol pour prendre la vitesse. Après j'ai saut encore plus haut. Après je suis partie dans le bol juste ici, faire quelques manœuvres et je suis sortie. La différence c'est qu'au skate, tu peux faire une manœuvre, après aller sur l'autre bol qui est de l'autre côté. Mais au surf, il n'y a qu'une vague, du coup tu peux pas faire ça. Mais quand tu tombes au surf, c'est mieux parce que tu tombes sur l'eau, mais là ici, tu peux bien te blesser. Même sensation pour Hawaiki, elle aussi spécialiste de surf. Et je trouve que c'était assez top pour une première compète. La sensation elle est bien, mais le premier run que j'ai fait, j'étais en stress, j'avais peur de tomber, tout ça. 1 minute de run, c'est très rapide, on n'a pas le temps de faire plusieurs manœuvres, tu es obligé de tout donner, prendre des risques. Si tu tombes, c'est pas grave. Et on sait que demain il y a un autre run à faire et on doit faire mieux. Les 2 jours de compétition ont ravi l'ensemble des riders. Tous espèrent déjà que d'autres événements seront organisés prochainement. Et le club Tamari Taravov a organisé la première édition du mémorial Hugo Garbut hier à Teonetea à Papeete. Et oui, près de 200 rameurs, toutes catégories confondues, se sont affrontés en V1 et V6 sur des distances variant de 1 à 15 km selon les catégories. Le compte rendu avec Andy Ebb. Le site Teonetea est en pleine effervescence. Des benjamins aux vétérans, pas moins de 200 rameurs ont répondu à l'invitation du club organisateur Tamari Taravov A. Beaucoup de monde ont répondu présent et ça me tient à cœur, tout simplement parce qu'ils m'ont beaucoup aidé dans la pirogue, dans le domaine du VA. Et ça nous sert à faire une levée de fonds pour nous aider à participer à la RFO qui se tiendra le 16 mars bientôt. Hugo Garbut est l'un des membres de la pirogue AS Tamari Tahiti qui a remporté la course à l'époque entre Titiaroa et Mahina. C'est la première formation tahitienne qui a battu le club de Imoa Autriga qui était invaincu à l'époque lors des courses de Molokai. Et aujourd'hui, quand je vois tout ça, ça me réchauffe un peu. C'est ce mémorial en souvenir du copain qui est parti. Un copain qui a beaucoup œuvré pour le VA. Il savait chercher les champions et surtout les entraîner, discuter avec eux et donner un objectif à atteindre. C'était un leader, c'était un meneur. Sa devise, c'est être et durer. Les benjamins avaient 1 km à parcourir, les minimes le double, les cadets et les juniors, quant à eux, en avaient 5,5. Cette jeunesse motivée s'est très bien illustrée, les vainqueurs ont été récompensés. Même si ils vont gâcher tout, fort. Après, c'est un bon entraînement quand même. Ouais, ça s'entraîne pour le Teito. Mihinoap Ari chez les filles et Hemanutap chez les garçons ont été les plus forts dans la catégorie junior. En Open Dame, Ranitia Mamadou s'impose. La junior Mihinoap Ari prend la 2e place. Tahia Teikit Etini referme le podium. Ça a été un peu dur avec le vent, c'était un peu trop fort, mais bon, ça va, faut faire avec. Hein. C'est pas grave, c'est juste le début de l'année, tu vas améliorer ça. Ouais, on va essayer d'avoir un plus haut niveau, hein, d'aller chercher plus, aller chercher la forme. En vétérans, ces cantons, Anapunu et Uravinif Aura ont été les plus forts. Ils ont souffert de la force du vent. Et arrivé là au poteau jaune et noir, ça a été dur, le vent de côté. Ça va, il y avait un peu de vent de côté, hein, surtout dans le lagon. La course Open Homme très disputée, longue de 15 km, a vu la victoire de Hutuitir et pour eux. Yora Mateahu prend la 2e place et Kailta Rofo termine 3e. La journée s'est achevée par les courses de V6, 12 km pour les mixtes, dames et Parava, Toahutu commune et les dames de Mateahoe sont les vainqueurs. Les seniors hommes avaient 15 km à parcourir et c'est Arueva qui s'impose devant Mateahoe et encore Arueva à la 3e place. Prochain rendez-vous, le championnat de Tahiti de vitesse qui démarre samedi 9 mars au Taone. Et la 4e journée du championnat de Tahiti de handball s'est disputée cette semaine. Et JT a accueilli l'équipe de Dragon Yesor Rapire qui a remporté le match. La réponse dans ce reportage.
En jouant à domicile, les joueuses de JT sont conscientes de l'enjeu et restent concentrées. Mais face aux champions en titre, difficile de bousculer la hiérarchie. Le match reste serré pendant toute la première période. À la mi-temps, les filles de Rudolf Barf mènent de 3 points, 11-8. Mais en deuxième période, les handballeuses de Titioro reprennent les commandes du match. Les attaquantes Hanhei Barf, Mamaya Make et Veihani Pahio multiplient les buts. Et côté défense, la gardienne de Dragon ne laisse rien passer dans les cages. L'écart se creuse et les oranges et bleus s'imposent logiquement 26-13 à l'issue du temps réglementaire. Un bilan mitigé, première mi-temps difficile parce que c'est le deuxième match qu'on fait sur ce championnat qui a commencé déjà en septembre. Donc du coup, voilà, les filles elles sont un peu stressées, elles n'ont pas les automatismes qu'il fallait. Et deuxième mi-temps, après le réglage qu'on a pu faire, elles se sont bien débrouillées, elles ont placé le jeu, elles ont écouté les consignes données. En défense, elles étaient soudées, donc c'est ce qui nous a permis de prendre de l'avance. Nos filles ont bien débuté le match. Ils ont bien commencé. Par contre, la deuxième mi-temps a été un peu difficile pour nous. On ne marquait plus nos buts. C'est là où il a fait la différence. En face, Dragon, on marquait le but. Dans la rencontre des garçons, même scénario que chez les dames. Après une première mi-temps compliquée, les joueurs de Titioro ont su dérouler leur jeu pour l'emporter sur le score de 32-23. Les mondiaux de surf et le championnat de Polynésie de tennis, c'est tout de suite en bref et en images. En surf, les championnats du monde ISA se sont terminés aujourd'hui à Porto Rico. Le Brésil a décroché le titre et la France repart avec une place de vice-champion. Dans la finale homme, Gabriel Medina s'est imposé devant Ramzi Boukian. Kaoli Vast et Johan Duru ont pris respectivement la 3e et 4e place. Au total, les tricolores s'offrent 2 médailles de bronze remportées par Kaoli et Johan Defay. En football, Pira vendredi soir fait chuter pour la toute première fois le leader Vénus lors de la 5e journée des playoffs. Attendu de pied ferme dans l'encre de Maïna, les protégés de Vatea Terei n'ont fait aucun cadeau aux coéquipiers de Taonui Teo, pourtant encore invaincu en 2024. Matatia Pahama sera le premier buteur. En toute fin de match, Ariura Labast clôturera les débats. 2-0 au finish pour ce choc du week-end en Ligue 1 Vini. En tennis, la finale du championnat de Polynésie des 17-18 ans a été remportée ce matin par Noah Akim-Winchin devant Hiva Kelly. Après un set partout, il a fallu départager les deux joueurs au super tie-break. Noah s'est imposé sur le score de 10-8. Au début, il mettait les balles dedans. J'étais un peu stressé, précipité dans mon jeu. Je faisais beaucoup de fautes. Je me suis pris 6-0 au premier set. Au deuxième set, j'ai essayé d'être plus constant dans mon jeu. J'ai essayé de remonter comme je pouvais et c'est dedans que ça s'est passé. Voilà. Il est l'un des grands espoirs du BMX tahitien à 8 ans. Bruce Gobré est déjà 2 fois champion de Polynésie dans sa catégorie d'âge. Et l'année dernière, il participait en Nouvelle-Zélande à ses premiers Océaniens avec à la clé une 9e place. Le petit bonhomme de la presqu'île ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il se prépare pour une nouvelle compétition toujours en terre kiwi. Le reportage. Rapidité, adresse, équilibre et une bonne analyse des trajectoires. Bruce Gobré répète ses gammes sur la piste de Feipi. Du haut de ses 8 ans, le rider de Toahutu sait ce qu'il doit travailler pour s'améliorer. On va travailler nos virages, la façon d'avoir la position dans les virages, toujours la pédale levée et toujours bien pomper dans les bosses aussi. Pour l'aider dans sa progression, Bruce peut compter sur les conseils d'un champion de niveau mondial, Nathanaël Dued, en vacances au Fénois ces dernières semaines. Il profite aussi de son passage pour animer des stages auprès des jeunes riders. Travailler les trajectoires type course, la technique, la vitesse sur piste, les départs pour les préparer à la compétition au mieux possible. Il a des capacités énormes et vraiment pour cette discipline du BMX, c'est carrément coordonné en fait. Le Tahitien est puissant, il est endurant et puis quand c'est une compétition, il se donne toujours à fond. Donc c'est les qualités en fait requises pour la discipline du BMX. Il nous aide à progresser, il nous aide à travailler nos départs, toujours avoir la bonne position, bien pomper dans les bosses. Il nous aide à bien faire les choses. L'année dernière en Nouvelle-Zélande, Bruce s'était frotté au meilleur pilote du Pacifique. Il s'était classé 9e aux Océaniens pour sa première participation.
En avril, le petit champion se rendra de nouveau au pays du long nuage blanc avec l'intention de briller. Mon objectif, c'est de gagner cette compétition en Nouvelle-Zélande et aussi de me faire des amis. Nouvelle-Zélande, Australie, ils ont des très grosses infrastructures, des très bons pilotes aussi. Donc c'est génial pour eux d'aller se confronter là-bas. En attendant de s'envoler pour la Nouvelle-Zélande, Bruce pourra se tester sur les compétitions locales comme la Coupe Tahiti Nui de BMX. Voilà, et on souhaite une bonne continuation à notre champion. Et à Montréal, les athlètes d'Afreitou sont en pleine préparation pour le mémorial Alphonse Gregg. Il a 3 mois prévus en décembre. Et une dizaine de jeunes joueurs ont intégré à l'équipe de Ja Family de Montréal avec l'espoir de rapporter la médaille sur l'île Sœur. Pour Nouatoti, Hinate Amare, elles ont donc suivi pour nous regarder. Prime time pour l'équipe des Ja Family d'Afreitou, la préparation physique et mentale de l'équipe. 20 minutes d'échauffement et quelques tours de passe aura suffi pour maximiser les athlètes. Raitava Mathaou, coach et président de cette sélection, est constamment présent dans la salle omnisport d'Afreitou pour motiver et encourager ses joueurs. Après les échauffements, des matchs d'entraînement sont organisés par le coach. Chaque match dure 20 minutes avec 10 joueurs composant les équipes sur le terrain. En fait, il y a eu un peu de changement par rapport au mercato. Comme il y a le football aussi chez nous et le futsal. Du coup, il y a des bonhommes qui sont au football et quelques-uns qui sont au futsal. Du coup, on est prêt, mais effectivement, non. L'objectif de cet entraînement est double, se préparer pour l'Alphonse Gregg en avril, mais aussi pour la Toamoa prévue en décembre. 2 événements majeurs exigeant des sacrifices considérables de la part des joueurs, mais aussi de l'entraîneur. Les Ja Family sont déterminés à relever ces défis et à démontrer que même dans les quartiers reculés de Montréal, le niveau de jeu est au rendez-vous. Il y a beaucoup de grands joueurs ici à Montréal. Il y a plein qui ont participé aussi en sélection. Il y a plein ici. Il y a plein de petits bons joueurs. On part pour gagner. On ne part pas pour la promenade. En perspective, d'autres matchs amicaux sont prévus pour la sélection des Ja Family en mars. Leur objectif demeure inchangé, remporter tous les matchs et élever le niveau de l'équipe. Cette série de rencontres amicales constitue une opportunité précieuse pour peaufiner les stratégies, renforcer la cohésion de l'équipe et surtout affiner les compétences individuelles des joueurs. Voilà, nous arrivons au terme de cette édition. Retrouvez à 19h25 votre film Joy de David Russell. Puis à 21h vers votre émission donc Capitale. Demain, c'est Emma Mathieu qui prendra donc les commandes du journal en vous souhaitant une excellente soirée et une très belle semaine sur Tahiti Nui Télévision. Et bien sûr, on se quitte avec les plus belles images de sport de cette fin de semaine. Bonne soirée à tous et prenez soin de vous.